Sur la façade sud du continent asiatique, l'Inde occupe une immense péninsule qui pourrait englober 6 fois la France. La taille du pays justifie l'appellation sous-continent et explique l'importance des cultures qui y sont nées. Le nord de l'Inde a donné à ce qui fut un empire un patrimoine exceptionnel et la capitale de la fédération, Delhi. New Delhi, la ville moderne au tracé géométrique, est agencée autour d'un axe principal, le Rajpath. Comme le Parlement, la plupart des bâtiments administratifs ont été dessinés par les Anglais. Au début du XXe siècle, la ville était en effet la capitale des Indes britanniques. Malgré l'indépendance proclamée en 1947, New Delhi est restée très occidentale, avec ses larges avenues et de vastes espaces où la priorité est accordée à la verdure. Le Rajpath est fermé à une extrémité par la Porte de l'Inde, un monument élevé à la mémoire des soldats indiens morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. L'édifice abrite le tombeau du soldat inconnu. Connaught Place entraîne le trafic dans un mouvement circulaire. C'est le point de contact entre l'Inde d'aujourd'hui et l'ancienne colonie britannique. À l'ombre des colonnades, les élégantes anglaises déambulaient protégées du soleil. Les commerces traditionnels cèdent du terrain, notamment à l'informatique, un secteur qui enregistre un taux de croissance annuel de plus de 50%. Mais l'Inde classique n'est jamais très éloignée, et ses moyens de locomotion traditionnels, toujours bien utiles, s'adaptent à la circulation. Ici, on respecte les animaux, que le trafic automobile laisse impassibles, ou presque. C'est lorsqu'on pénètre dans Old Delhi que l'on commence à ressentir la densité de la population. Et en descendant Chandni Chowk, la principale artère commerçante de la vieille ville, on commence vraiment à sentir battre le pouls de l'Inde. L'Inde a officiellement dépassé le cap du milliard d'habitants. C'est le pays le plus peuplé après la Chine. Un Indien voit le jour toutes les secondes. Venus d'Afghanistan, les musulmans font de Delhi la capitale d'un empire à la fin du XIIe siècle. Ils édifient le complexe de Qutub Minar, un ensemble civil et religieux, la première cité musulmane du pays. Sur le site, les musulmans élevèrent une tour monumentale, symbole de leur puissance et de leur foi. La construction décorée de passages du Coran servait également de minaret à la mosquée voisine. Les descendants des premiers musulmans fondèrent au XVIe siècle l'empire moghol, un des plus brillants de toute l'histoire indienne. Un extraordinaire mausolée de grès rouge et de marbre blanc est dédié à l'empereur Humayun. Le grès donne sa couleur et sa masse au fort rouge, érigé au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan. Fin et cultivé, l'empereur entretenait ici une cour éblouissante au moment où arrivèrent les tout premiers colons européens. Le vieux quartier de Nizamuddin rappelle que l'Inde possède, après l'Indonésie, la deuxième communauté islamique au monde. Celle-ci ne représente toutefois que le 10e de la population. De plus, elle ne forme pas un ensemble homogène, car les musulmans sont essentiellement présents dans le nord et dans le sud du pays. Les minarets de la mosquée Jama Masjid se dressent en plein cœur du vieux Delhi depuis le XVIIe siècle. Elle est la plus vaste mosquée de l'Inde.
Avec leurs turbans, leurs barbes, leurs longues moustaches, leurs symboles et leurs temples toujours bien gardés, les Sikhs forment une communauté dotée d'une forte personnalité, mais qui ne représente qu'un tout petit pourcentage de la population nationale. Leur religion est très souple. La religion sikh est très ouverte. Il n'y a pas de système de caste. Tout le monde est égal. Les Sikhs croient en un seul Dieu. Tout le monde a le même Dieu. Il n'y a pas de nom différent. Un des principes respectés par cette communauté, souvent symbole de réussite, pratiquer la charité publique. Chaque temple sikh a une grande cuisine. Et chaque jour, ici, on fournit de la nourriture à 25 000 personnes. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il y a aussi un hôpital gratuit, une école gratuite. Dans un temple sikh, chacun est bienvenu, pour autant qu'il ait le sens du respect de l'autre. Autre temple, autre symbole. Les pétales d'une fleur de lotus recouvrent la maison d'adoration de la communauté Baha'i. Le lotus est symbole d'une nation qui s'ouvre à l'avenir. Au sud-ouest de Delhi, à la frontière pakistanaise, l'État du Rajasthan, le pays des rois, le pays des villes au nom légendaire. Udaipur. Resté quelque peu en retrait par rapport à l'Inde moderne, Udaipur est une ville qui cultive les traditions. Surnommée la Cité de l'Aurore, la ville baigne tout entière dans une atmosphère romantique. Au jardin Sahelion Kibari, le préposé au jet d'eau fait partie d'un décor créé au XVIIIe siècle pour les demoiselles d'honneur de la reine. Un cadre idéal pour les photos à l'eau de rose. Une procession bien joyeuse. Néanmoins, il s'agit d'une commémoration funéraire. Le cadavre d'un dignitaire local a été récemment incinéré à Bénarès le long du Gange et ses cendres dispersées dans le fleuve sacré. La famille vient de ramener à Udaipur de l'eau provenant du Gange et c'est l'occasion d'honorer une dernière fois le défunt. Avec ses lavandières, le lac Pichola borde tout un côté de la vieille ville. Fondé au XVIe siècle, Udaipur n'a pas un lourd passé guerrier. Ici, pas de fortification massive, mais un palais aérien, le City Palace. Des murs de marbre et de granit, et des jardins remplis d'histoire et de souvenirs. D'énormes cages servaient à piéger les tigres lors de chasses mémorables conduites à dos d'éléphant. L'intérieur du palais est une succession de cours et de salles. La lumière du soleil y est canalisée par de savantes ouvertures ou réfléchie par des miroirs et des mosaïques de verre colorés, comme dans la cour des Pans. Les combats d'éléphants passionnaient les princes indiens. Les pachydermes étaient pour eux des guerriers qui avaient l'honneur des miniatures. La miniature a trouvé à Udaipur une terre de prédilection. Cet art remonte à l'époque moghole au XVIe siècle. Il s'inspire de méthodes picturales élaborées en Perse. Nous faisons avec la même façon qui a été utilisée dans le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les couleurs. Regardez, les couleurs sont utilisées pour les miniatures, c'est toujours les couleurs minérales et naturelles, comme les pierres.
Et les spécialités de ces trous comme ça, les peintures ne bîment pas, ne bougent pas. Les miniaturistes utilisent différents supports. Le papier est le plus ancien. Ils puisent leur inspiration dans les merveilles de la région, comme le fameux Lake Palace, posé au milieu du lac Pichola. Les princes d'Udaipur recevaient ici leurs hôtes étrangers. Aujourd'hui, l'édifice a été transformé en hôtel de luxe. À quelques encablures, un autre palais, le Jagmandir, est gardé par 8 éléphants de marbre. Ce lieu plein de charme était réservé au plaisir des princes. À l'heure où les pêcheurs remontent leurs filets, les eaux du lac portent au loin le son des musiques traditionnelles. Le Rajasthan doit l'essentiel de ses ressources à l'agriculture, bien qu'il soit situé au cœur d'une zone où le désert prend vite le dessus. Quelle que soit l'activité, la mécanisation des tâches reste faible. Dans les ateliers de confection de sari, les opérations restent essentiellement manuelles. Sur les chantiers de construction, tout se fait ici à la main, de la taille de la pierre au maçonnage. Et la main-d'œuvre la moins qualifiée est fournie par les femmes. La plupart des corvées reviennent aux femmes, à commencer par les plus quotidiennes comme celle de l'eau. Elles ne perdent pas pour autant leur élégance. Au Rajasthan, seule une minorité des terres sont irriguées et peu de villages sont équipés en système d'adduction d'eau. Le problème est sérieux car ces terres ne sont pas toujours arrosées par les pluies de la mousson. Certaines années, il ne pleut pas du tout. La raison est simple, les nuages de la mousson naissent à l'est, dans le golfe du Bengale, à 2000 km d'ici. En chemin, ils ont le temps de perdre leur eau bienfaitrice. Heureusement, des systèmes archaïques mais efficaces, comme les norias, permettent de pallier le manque de pluie. Quand la force motrice ne peut être fournie par l'animal, c'est encore la femme qui s'en charge, comme dans les forges au bord des routes. Le Rajasthan fournit 80% de l'argent indien.
Les orfèvres locaux sont donc passés maîtres dans l'art de travailler le précieux métal blanc pour le plus grand plaisir de chacune et de chacun. Des pèlerins aux silhouettes de fantômes, la bouche recouverte de masques. Pourquoi? Pour ne pas risquer d'avaler un insecte. Ce sont des Jaïns. Leur religion interdit de tuer tout être vivant. Le jaïnisme est né 6 siècles avant notre ère et Ranakpur en est le sanctuaire le plus remarquable. À l'entrée, il faut se défaire de tous les accessoires en cuir, car pour obtenir le cuir, il a fallu tuer des animaux. Et les prêtres sont là pour faire respecter et expliquer les règles. Les Jains croient en la non-violence, la paix et la pureté. Le Mahatma Gandhi suivait aussi ces principes de base, vivre et laisser vivre. Les Jains croient dans le ciel, l'enfer, la réincarnation. Si on est réincarné sous forme d'un animal ou d'un être humain, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon dans notre vie précédente. Il faut bien se comporter pour ne plus être réincarné et arriver à Dieu. Dans l'enceinte du temple, protégé par les préceptes de la religion jaïne, un clan de singes a trouvé le lieu hospitalier et tient à faire respecter sa tranquillité. Sur la route des monts Arawali, une famille de macaques s'est mise en embuscade. Le but du jeu, se faire offrir des friandises. Et pour la boisson, un bon truc, les camions aux radiateurs percés. Il suffit d'avoir un peu de patience. Pousse-toi de là. Un petit dernier pour la route. Il y en a pour tout le monde. Le mont Abu est un autre haut lieu du jaïnisme. Les jaïns ne craignent pas les paradoxes. En effet, ils ne peuvent s'attacher aux biens matériels, mais cela ne les empêche pas de faire du commerce et de s'enrichir. Les négoces ont donc fleuri sur les pentes du mont, devenu un important centre touristique pour les Indiens. Les couples en voyage de noces considèrent le mont Abu comme une étape obligée. Les catalogues des photographes sont remplis de jeunes amoureux venus assister au spectacle du coucher de soleil le plus romantique de l'Inde. Il fait frais en fin de journée à 1700 mètres d'altitude, mais l'attente est toujours récompensée. Les routes du Rajasthan ne sont pas de longs fleuves tranquilles. Les animaux et les véhicules surchargés encombrent parfois la chaussée sur toute sa largeur et narguent les lois élémentaires de l'équilibre. Blowhorn, klaxonner. C'est la devise des routiers. Il faut jouer du klaxon pour se frayer un passage. En réalité, qu'il soit autorisé ou interdit, l'efficacité du klaxon a ses limites. L'important, c'est d'avoir de la chance. Jodhpur, la ville bleue. Dense comme un champ de lavande, elle est blottie à l'abri d'une colline fortifiée, un des bastions les plus dissuasifs du pays. La citadelle de Meherangar défie les envahisseurs depuis le XVe siècle. Elle fut élevée par un prince Rajput, la lignée qui a donné son nom au Rajasthan. Derrière les murs ciselés dans le grès rouge,
un musée témoigne aujourd'hui des combats acharnés et des fastes dont fut témoin l'édifice. Le temps semble arrêter dans la vieille ville, qui a peu changé en 5 siècles. Mais le progrès arrive ici aussi. Le marché Sardar reste néanmoins un des gardiens des traditions. Une spécialité, les épices. La cuisine indienne utilise des dizaines d'épices différentes selon les plats et les usages. Au-delà de Jodhpur, la végétation laisse progressivement la place à la steppe. C'est le désert de Thar. Ici et là apparaissent les villages des Bishnoi, une communauté fondée au XVe siècle, dont la doctrine recommande une protection stricte de la nature. Ils sont relativement riches et propriétaires de leurs terres. Les bijoux féminins ne trompent pas. Les camions ont pris le relais des caravanes qui sillonnaient le désert. Mais le principe des marchés installés aux intersections des pistes reste bien actuel. Le désert est vivant et la chasse interdite. Antilopes et vaches sauvages sont ici chez elles. Tout comme le paon, l'oiseau emblématique de l'Inde. Et les flamants roses, qui s'éloignent à la moindre alerte. Le repas des dromadaires se limite le plus souvent aux petites feuilles des acacias épineux qui n'opposent aucune résistance à leur mâchoire. Le dromadaire est ici un animal précieux. Même son poil est utilisé, par exemple pour tresser une corde. Le désert de Thar fait partie de la grande ceinture désertique qui débute au Sahara et aboutit au désert de Gobi. Il représente une menace sérieuse pour le Rajasthan, car il s'étend de plus en plus au détriment des terres fertiles. Jaisalmer, une ville mirage qui apparaît en plein désert de Thar depuis le XIIe siècle. Les lourdes murailles de grès jaune de la citadelle dissimulent un palais sculpté tout en finesse et un dédale de ruelles commerçantes. L'opium, l'indigo, les épices, les bijoux, les tissus et les tapis, jadis transitaient ici en route vers l'Occident. Les négociants enrichis ont construit de splendides demeures, les Haveli. Derrière une décoration fantastique, les marchands dissimulaient leurs biens et leurs femmes à l'abri du soleil
et des regards indiscrets. Il faut dire qu'ici, on aime étaler les signes de virilité, surtout lorsqu'on arbore des moustaches qui pourraient être les plus longues du monde. Bikaner possède elle aussi une forteresse impressionnante. Cette ville est située au nord du Rajasthan. La simplicité des vieux quartiers contraste avec la splendeur de certains édifices. Le Maharaja vit toujours dans son palais, aménagé partiellement en musée pour exposer ses voitures et son wagon personnel. L'entrée du temple de Deshnok sert souvent de décor aux photos de mariage. Mais le temple est surtout connu pour une autre particularité. Il est dédié à une sainte femme du XVe siècle, décédée, dit-on, à 151 ans, et qui décréta que les membres de sa caste se réincarneraient sous la forme de rats. Ici, les rats évoluent en toute liberté, car ils sont sacrés. Mais il existe d'autres explications quant à leur origine. Vishnu a sauvé un garçon qui était tombé dans la rivière. Il lui a dit « Qui que ce soit qui vient ici ne meurt jamais » et il devient croyant. Après la mort, il se réincarne en rat, d'où le temple des rats. Au nord du Rajasthan, le village de Samod conserve les fresques qui ornaient les maisons des riches marchands. Un palais du XVIIIe siècle a été magnifiquement restauré et aménagé en hôtel. Les décorations intérieures donnent un aperçu du sens du luxe et du raffinement des princes de l'époque. Les boiseries peintes et les subtils jeux de miroirs font ressurgir des 1001 nuits le passé du palais. Le fort de Kimsar a bénéficié du même traitement pour transformer en hôtel de prestige une forteresse réputée inexpugnable. Au sud de Jodhpur, des troupeaux d'antilopes animent une steppe menacée par la sécheresse. Jaipur, la capitale du Rajasthan, est entièrement faite de pierres roses. La couleur apparaît plus ou moins douce selon l'heure de la journée. Jaipur n'existe que depuis le XVIIIe siècle. C'est jeune pour l'Inde. La cité déborde d'activités et le sadhu, lui aussi de couleur rose, passe presque inaperçu. Jaipur possède une merveille, le palais des vents, symbole de la ville, une folie architecturale. Les interstices de la façade permettaient aux femmes du harem de suivre les processions
et d'observer la vie de la rue. Le Maharaja de Jaipur fit construire un observatoire pour assouvir sa passion de l'astronomie. Il pensait que ses calculs seraient d'autant plus précis que ses instruments seraient de grande taille. Aujourd'hui musée, l'Albert Hall a été construit au XIXe siècle en style indo-musulman. À Jaipur, l'originalité de l'architecture concerne aussi les cinémas. Peintes à la main, les affiches de cinéma indiennes attirent annuellement dans les salles 2 milliards de spectateurs. L'Inde est le plus grand producteur de films au monde. Les tapis indiens s'inspirent des tapis persans par leurs motifs, leurs couleurs et leur mode de fabrication. Les Anglais soutenaient cette activité qui fournissait du travail aux prisonniers. La technique aurait été introduite en Inde à la fin du XVIe siècle par l'empereur Akbar. Jaipur est connu pour la qualité de ses tapis. Ce sont les meilleurs tapis que l'on produise en Inde, les tapis de laine de Cachemire. Plus vous marchez sur ces tapis, plus les dessins et les couleurs se mettent en évidence. Nous vendons des motifs traditionnels et notamment des motifs provenant de familles du Rajasthan. Avant de faire tapisserie, le tigre défendait chèrement sa peau lors des chasses organisées à dos d'éléphant. L'éléphant a toujours occupé une place privilégiée en Inde. Dans la religion hindoue, Ganesh est le dieu éléphant, une sorte d'ange gardien vénéré en toutes circonstances. Un gardien au caractère conciliant si l'on en juge par les jeux auxquels il se soumet. Le fort d'Amber se dresse sur une falaise à 10 km de Jaipur. Il fut érigé au milieu du XVIe siècle et occupait une position stratégique sur la route de Delhi. Ce n'est qu'après avoir franchi plusieurs enceintes que l'on accède à l'intérieur. Alors les yeux se lèvent vers les mosaïques de miroirs et les fenêtres ajourées. Une attaque à main armée? Une victime couverte de blessures? Non. C'est le Holi Festival qui est célébré en mars dans toute l'Inde, mais spécialement dans le nord du pays. À grand renfort de poudre colorée, la population fête la fin de l'hiver, la vie et l'amour. Cela représente la victoire du bien sur le mal. Depuis le lever du soleil, les gens ont commencé à se colorer, eux-mêmes et les autres. Ils s'amusent, c'est un jour de joie totale. Un jour de joie coloré auquel personne ne peut échapper. Pas même les vaches, ni les touristes. Le Holi, c'est avant tout un jour de fraternité que l'on célèbre avec exubérance. Folie collective ou folklore bon enfant? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Au nord-est du Rajasthan, l'Inde du Nord coïncide presque entièrement avec le vaste bassin du Gange, une des plaines les plus peuplées du monde. Première étape vers l'est, Gwalior, une ville qui aurait été fondée au 8e siècle par un chef local en l'honneur d'un ermite qui l'avait guéri de la lèpre. Une spécialité, les autorickshaws, des taxis à la silhouette de scarabée. Sur la route qui mène à la citadelle, des sculptures géantes figent dans le grès depuis le XVe siècle les traits de patriarches jaïnes, les Tirthankaras. Un temple du IXe siècle intrigue les spécialistes, car le doute subsiste sur ses origines, hindoues ou jaïnes. Dominant la ville à 100 mètres de hauteur, la citadelle dissimule des temples et des palais au raffinement extrême. Le palais Man Mandir, le palais peint, tient plus de la résidence d'agrément que de la forteresse. Ses dessins en faïence et ses frises animalières pourraient décorer une pouponnière. Certains animaux sont destinés à être décoratifs, d'autres moins. Agra, une ville cernée de banlieues immenses. Le mausolée de Sikandra marie le grès rouge et le marbre blanc. Construit avec le même grès, le Fort Rouge affirme la grandeur de l'Empire moghol sous le règne d'Akbar au XVIe siècle. À l'intérieur du fort, le palais de Jahangir multiplie les colonnades. Au sommet du bâtiment, la vue s'élargit attirée par une vision mythique, le Taj Mahal. Le Taj est un hommage d'amour de Shah Jahan, l'empereur moghol, à sa femme Mumtaz Mahal, décédée à la naissance de leur 9e enfant. À proximité d'Agra, Fatpur Sikri fut à une époque capitale de l'Empire moghol. L'empereur Akbar lui donna un lustre exceptionnel en associant des éléments décoratifs musulmans, bouddhiques et même chrétiens, symboles des 3 religions de l'Empire. La salle des audiences privées est unique en Inde, avec son pilier central couvert d'un chapiteau hors du commun. Au début du XXe siècle, l'espérance moyenne de vie en Inde ne dépassait pas 19 ans. C'est la situation que connaissait la France à l'époque de Louis XIV. Aujourd'hui, elle dépasse 60 ans. Voilà pourquoi la population a augmenté de 90% en un demi-siècle, alors que la natalité diminue. Devant autant de bouches à nourrir, et malgré des moyens rudimentaires, l'agriculture assure l'autosuffisance alimentaire du pays, un des principaux exportateurs de canne à sucre, entre autres.
Sous des abords très campagnards, la bourgade d'Orcha dissimule la capitale d'un ancien état princier fondé au XVIIe siècle. Les palais témoignent de la magnificence de cette cité abandonnée un siècle seulement après sa fondation. « 200 km plus à l'est, au milieu de la plaine du Madhya Pradesh, se dresse dans un écrin de végétation un magnifique ensemble de temples édifiés entre les 9e et 12e siècles. Jain ou hindou, les temples de Khajuraho sont remarquablement conservés. D'innombrables sculptures décrivent la vie quotidienne des dieux, des princes, des guerriers, des servantes ou des danseuses. Dans cette forêt de personnages juxtaposés, les guides recourent à des moyens astucieux pour révéler certains détails. Les amateurs viennent de très loin pour admirer au plus près les scènes érotiques qui animent le gré de poses suggestives. Rien de choquant pour les autochtones. N'oublions pas que le Kama Sutra, ce traité philosophico-érotique, a été écrit en Inde. La réputation licencieuse de Khajuraho est d'ailleurs un peu exagérée, puisque les sculptures érotiques ne représentent que 5% seulement de l'ensemble. Toujours avec des moyens sommaires, ce délicat patrimoine national est soigneusement entretenu. Le Gange, un dieu descendu du ciel pour donner vie à la terre. Bénarès, au lever du jour, sur la rive sacrée. Les fidèles rendent hommage au fleuve, union de la terre et du feu. Chacun lui offre fleurs et bougies. Ensuite, c'est le bain purificateur. On boit l'eau du fleuve en signe de purification. Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes accomplissent ces rites dans la ville de la délivrance et de l'espoir. L'eau du Gange, pour des centaines de millions d'Indiens, est d'une grande pureté spirituelle. Biologiquement, c'est autre chose. Mais ici, le corps et l'esprit ne font qu'un. Les pèlerins se rendent à Bénarès avec le secret espoir d'y revenir mourir un jour. Sur les Ghats, ces escaliers qui descendent dans l'eau, ils seront alors incinérés pour que leur corps monte vers le ciel comme une ultime offrande. Mais Bénarès est aussi une grande agglomération de plus d'1 million d'habitants. Le nom actuel de la ville, Varanasi, vient de la contraction de Varuna et Asi, deux rivières qui se jettent dans le Gange à cet endroit. Au fil de l'eau, des offrandes flottantes emportent les vœux secrets des fidèles. La nuit tombée, une foule de pèlerins envahit les Ghats pour un dernier hommage au fleuve.
Pour se déplacer à travers l'Inde, le train est le moyen de transport le plus économique. Mais comme les trajets sont souvent très longs, il vaut mieux prendre des forces. L'Inde possède un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde. C'est en plus un excellent moyen d'aller à la rencontre de la population et de ses habitudes. En suivant le cours du Gange jusqu'à son delta, on arrive à la capitale du Bengale occidental, Calcutta. La mégapole est cité de la joie pour certains, ville de l'épouvantable nuit pour d'autres. Épouvantable, celle qui fut capitale des Indes britanniques avant Delhi, l'est certainement par son trafic ahurissant. Population près de 15 millions d'habitants. Littéralement gorgée d'êtres humains, la vieille ville étouffe dans la chaleur tropicale à seulement 6,50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le marché aux fleurs est ouvert jour et nuit pour permettre la confection des offrandes. Les fleurs ont leur quartier comme chaque activité. Les commerces se répartissent dans la ville en fonction de leur spécialité. Et toutes les activités, y compris les plus culturelles, se pratiquent à Calcutta, à même la rue. Les fameux rickshaws, les pousse-pousse, ont failli être interdits à plusieurs reprises. Certains y voient une pratique servile qu'il faut faire disparaître. Mais la force des bras et des jambes sont souvent la seule ressource des plus démunis. Au début des années 1950, une petite religieuse accueillait ici les plus désespérés. Mère Teresa, morte en 1997, a été béatifiée en 2003. À Calcutta, les genres s'entrechoquent. Mère Teresa voisinait avec Kali, la redoutable déesse hindoue. Sa cruauté n'empêche pas la déesse d'être honorée dans un temple qui lui est consacré. Dans le temple, on attache à un arbre des fleurs et des petits cailloux. Le rituel est pratiqué par les couples qui souhaitent avoir un enfant. L'espace est rare dans cette ville surpeuplée. Et le vieux Howrah Bridge, chaque jour, entraîne par-dessus les eaux du Gange 1 million de personnes dans un flux incessant. Le ferry offre une solution de rechange, mais la foule y est aussi dense. Pour soulager les transports en commun, un nouveau pont a été construit, symbole de modernisme et de puissance, pour cette ville qui était le cœur de l'Empire des Indes. C'est d'ici que les Britanniques administraient leur empire. Un quartier bien victorien, strict et guindé en témoigne. Il a été rebaptisé Bibidi Bag, d'après les initiales de 3 héros de l'indépendance. Fière de ses cultures, l'Inde du Nord préserve son patrimoine historique exceptionnel avec autant de soin que ses traditions populaires.
Dans un tourbillon de vie, le passé et le présent se conjuguent pour dessiner l'avenir d'un pays aux couleurs d'empire.